Je remercie les organisateurs de m'avoir invité, malgré ma mauvaise réputation de ne pas savoir tenir les temps, et de ne pas donner le manuscrit demandé, contrairement à Douchko, qui a fini par le faire. Donc je prie les organisateurs de m'en excuser. Et donc je vais présenter quelques considérations, effectivement, sur ce qu'on peut attendre de la connaissance du génome individuel pour anticiper les maladies, quelles applications, quelles limites. Alors évidemment, tout ça, cette question, elle se pose parce que l'explosion des technologies de séquençage a permis de diminuer les coûts de manière absolument extraordinaire. Le premier génome a coûté plus de 3 milliards de dollars. Et maintenant, on propose le génome à 1000 dollars, et y compris, alors au début je disais oui, mais c'est sans interprétation, mais maintenant, anticiper les maladies, d'abord, ça peut servir à quoi? Alors, pour savoir, je crois qu'il y a le droit de connaître ou de ne pas connaître des choses qui nous concernent, ce qu'on peut appeler la médecine prédictive. Et il y a eu l'exemple fameux depuis la découverte du gène de la maladie de Huntington, de la mutation en 1993. C'est une maladie terrible, où il y a vraiment une mutation qui a une pénétrance complète à partir d'un certain niveau d'expansion, même s'il y a une incertitude sur le début de la maladie, est-ce que ça à 35, à 40 ou 50 ans, où on a développé des approches sur le diagnostic présymptomatique qui insistent sur le droit individuel de vouloir savoir ou de ne pas vouloir savoir, ou de vouloir savoir à un moment donné. Donc je crois que ça c'est très important. Je pense, et j'y reviendrai peut-être, qu'à l'heure actuelle en France, on a tendance à plus protéger le droit de ne pas savoir que le droit de savoir. On en parlera peut-être si j'ai le temps. Évidemment, pour la prévention, alors par le mode de vie, c'est pas vraiment évident que ça soit si important que ça, parce que de toute façon, le mode de vie, c'est important pour tout le monde, quelles que soient les prédispositions génétiques. C'est un peu comme si on disait, on va moduler la vitesse limite pour les conducteurs, et que les femmes ont moins d'accidents d'automobile, donc elles pourront rouler plus vite. Les hommes en ont plus, donc il faut qu'ils roulent moins. Ce qu'on fait, c'est effectivement, on dit tout le monde doit rouler à une vitesse pas trop importante, parce que de toute façon, le risque augmente, que les gens soient prédisposés ou pas prédisposés à développer le phénotype. Mais enfin, il y a la thérapeutique préventive, on verra, et puis le conseil génétique qui se pose le problème de savoir s'il y a un risque dans la famille, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prévenir ce risque, et j'en reparlerai. Un exemple qui est d'ailleurs dont on parle souvent dans le cas du cancer, c'est la pharmacogénétique, la médecine personnalisée, donc. C'est chaque fois un P, hein, donc prédictif, préventif, personnalisé. La médecine personnalisée, où effectivement, à l'heure actuelle, de plus en plus, pour des tumeurs, on va séquencer certains gènes de tumeurs qui peuvent prédire la réponse ou la non-réponse à un médicament spécifique de la voie de signalisation qui est anormale dans cette tumeur. Il y a quelque chose qu'on oublie, et j'en reparlerai, Thomas en a parlé un petit peu, c'est pour contribuer à la recherche médicale, une médecine participative, et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie en France. Et puis tout ça a été résumé par Barack Obama quand il a proposé son programme il y a environ 2 ans de médecine personnalisée, un grand programme de recherche médicale basé sur la génomique. Alors, effectivement, vous voyez, maintenant, on voit des annonces pour 999 $, Veritas Génétique,
vous séquence votre génome et en plus l'interprète et vous avez ça sur votre smartphone. Ceci vous permet effectivement de pouvoir consacrer votre vie à des endroits agréables, en bonne santé, avec votre longévité et avec une famille heureuse. Donc vous voyez tout ça grâce au séquençage du génome. Un autre, plus sérieux, un bel article de Stephen Quake dans Nature qui montrait qu'on pouvait séquencer de manière non invasive le génome d'un fœtus en séquençant le père, la mère et l'ADN libre qui est présent dans le sang, dans le plasma maternel. Cet ADN libre, il y a environ 10% de séquences d'ADN fœtal. Et donc, en faisant un traitement bioinformatique quand même assez poussé, on arrive à en déduire le génome du fœtus de manière non invasive. Et ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être faire un diagnostic prénatal non invasif de quasiment toutes les anomalies génétiques pénétrantes, on reprend ce terme, y compris d'ailleurs les mutations de novo, c'est-à-dire les mutations qui ne sont pas chez les parents et qui sont un facteur important, par exemple, dans la déficience intellectuelle, sujet auquel, effectivement, mon laboratoire s'intéresse. Et puis, pourquoi s'arrêter au génome? Alors, effectivement, j'ai oublié le second génome de Dushko, mais comme Michael Snyder, qui est un très brillant biologiste moléculaire, qui a montré qu'on pouvait, c'était sur son propre génome, mais aussi cytokinome, transcriptome, etc. Il a fait tout ça, même pour être certain que la séquence était bonne, il a fait faire ça par plusieurs compagnies différentes pour le séquençage. Et grâce à ça, il a pu détecter l'émergence d'un diabète de type 2. Alors certains peuvent dire que c'est peut-être une manière un peu chère de faire un diagnostic précoce de diabète de type 2, mais en tout cas, c'est un papier intéressant. Alors, une limite majeure à tout ça, quand même, c'est notre capacité à interpréter les variations du génome en termes d'influence sur le phénotype clinique ou sur le risque de développer ultérieurement un phénotype clinique donné. Alors, notre capacité à interpréter, elle n'est pas trop mauvaise pour les variations tronquantes, c'est-à-dire celles dont on sait qu'elles inactivent complètement le gène, ce qu'on appelle ou loss of function, d'accord. En tout cas, c'est bien meilleur que les variations sur les séquences codantes qui vont entraîner des faux sens ou des modulations de sites d'épissage, mais qui ne sont pas prédites pour complètement bousiller un site d'épissage. Et puis, notre capacité d'interprétation de l'influence sur le phénotype des séquences non codantes est quasi nulle, à quelques exceptions près. Peut-être que j'arriverai à vous en donner un exemple tout à fait intéressant. Et puis, il y a les maladies à forte causalité génétique, où on peut effectivement dire qu'il y a un gène dont la variation, la mutation est vraiment causale de la maladie, avec une pénétrance complète ou peut-être incomplète, mais avec un effet fort d'un gène. Et puis, là, on peut faire pas mal de choses, encore que je montrerai qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître pour pouvoir vraiment prédire et mieux traiter. Mais pour les maladies communes multifactorielles, où vous avez une interaction entre des variations dans un grand nombre de gènes, pour la schizophrénie, on en est à 150 variations connues en interaction, et avec un effet de l'environnement qui est souvent probable, mais qui est souvent non défini. Et puis, tout ceci débouche sur un nouveau vocabulaire de la génétique. Par exemple, maintenant, les associations de génétique médicale, génétique de laboratoire, nous disent dans vos rapports, ne parlez plus de mutation. Parce qu'en fait, une mutation de novo qui n'existe pas chez les parents, mais qui existe chez l'enfant, c'est une mutation, mais elle peut ne pas être pathogénique.
parce qu'on hérite tous d'environ 60 mutations de novo de nos parents, mais heureusement pour nous, la plupart ne sont pas pathogéniques. Donc, on nous propose de ne plus parler de mutations, mais de parler de variants pathogéniques, ça on est sûr que c'est mauvais, de probablement pathogéniques, et il propose une limite qu'on en est certain à 90%, sauf ce 90%, c'est au nez, comme ça, oui, tiens, ça c'est probablement, il y a 4 logiciels de prédiction qui disent que c'est pathogénique, donc c'est probablement pathogénique parce que ça n'a jamais été observé, ou trop peu de fois pour être vraiment certain. Et puis il y a les VUS. Alors les VUS, c'est les variants of unknown significance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ceux où la probabilité qu'ils soient pathogènes est entre 10 et 90%. Parce qu'après, on a les probablement bénins, c'est moins de 10%, de nouveau au pif. Et dans le même laboratoire, le même variant, à 6 mois d'intervalle, pourra passer d'une catégorie à l'autre. Et puis, il y a les variants bénins. Alors, ceci dit, un variant bénin, par exemple, c'est souvent un variant qui est très fréquent dans la population. Ceci dit, ApoE4, par exemple, l'allèle ApoE4, est un variant bénin par rapport à des maladies monogéniques, mais c'est un facteur de risque très important pour la maladie d'Alzheimer. Donc déjà, bénin, pourquoi? Et puis, alors pour les gènes, nous avons maintenant une nouvelle catégorie de gènes, les gènes actionnables. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de discussions chez les généticiens médicaux. Et effectivement, ces gènes actionnables ont été proposés pour répondre à un problème. L'utilisation croissante à partir de 2012-2013 du séquençage d'exomes et peut-être bientôt de génomes comme outil de diagnostic génétique de pathologies spécifiques a soulevé le problème de ce qu'on appelle les incidental findings, les découvertes fortuites. C'est-à-dire que vous faites un séquençage exome parce qu'il y a un gamin qui a une déficience intellectuelle, un garçon de 10 ans. En séquençant le génome, si vous regardez tous les gènes, vous trouvez qu'il a une mutation du gène BRCA1 qui est associé à un risque de cancer du sein très important. En fait, c'est un garçon, ça ne le concerne pas trop, mais finalement, si cette mutation lui vient de sa mère, c'est la mère qui est concernée. Mais on a fait l'exome pour diagnostiquer la cause d'une déficience intellectuelle. Donc, est-ce qu'il faut dire ou est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut regarder? Et donc, l'association des médecins généticiens ACMG américains ont fait une liste de 56 gènes qu'ils appellent actionable, où ils disent si on trouve des mutations dont on est absolument sûr de leur caractère pathogène, dans ces 56 gènes qui sont liés à des maladies, essentiellement cancer ou maladies cardiovasculaires, comme troubles du rythme, mais aussi l'hypercholestérolémie, etc., où on sait qu'il y a quelque chose à faire pour essayer de prévenir la maladie ou de la traiter plus tôt, etc., ils estiment que c'est un devoir de regarder, et alors au début ils disaient, et de le dire aux patients, à la famille. Alors après il y a eu quand même des grandes discussions en disant mais il faut que les gens puissent dire s'ils veulent ou pas savoir, et en Europe il n'y a pas encore de consensus. Dans certains endroits effectivement on utilise cette liste, et puis la question c'est de savoir, et là il y a toute une je dirais, de la recherche médicale clinique à faire, est-ce que vraiment de savoir à l'avance, pour ces 56 gènes et peut-être d'autres qu'on va rajouter, quelle est en fait la réelle actionnabilité, c'est-à-dire combien ça permet de retarder, mieux soigner, etc. Je crois qu'il y a tout un travail, parce que souvent les données, disons que voilà, grâce à ça on va pouvoir mieux surveiller. Est-ce que cette surveillance va vraiment permettre de mieux protéger? Ça risque probablement voilà. Donc les gènes actionnables. Alors, que va-t-on faire de cette avalanche de séquences qui soit utile aux patients et familles? Alors, il faut différencier les maladies à forte causalité génétique et des maladies multifactorielles.
Pour les maladies à forte causalité génétique, il y a d'évidentes applications diagnostiques, avec des limites, les limites d'interprétation que je vous ai dit, les limites d'accès aussi, parce que ça a un certain coût quand même, si on l'étend à une grande partie de la population. La route longue et difficile du gène à la thérapie, parce qu'effectivement, dans tous les papiers, chaque fois qu'on identifie un gène, soit causal d'une maladie génétique, soit prédisposant à une maladie multifactorielle, il y a la petite phrase, ça va permettre de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. On verra qu'il y a quelques histoires tout à fait positives, mais il y a aussi, c'est difficile. Et puis, pour une meilleure prise en charge, parce que là, maintenant, on doit être à peu près à 5000 gènes qui sont impliqués dans des maladies dites monogéniques, et pour la plupart de ces découvertes récentes, on ne connaît pas vraiment l'histoire naturelle de la maladie. On dit, voilà, il a une déficience intellectuelle parce qu'il a une mutation dans SHANK3, par exemple. Mais qu'est-ce qui va lui arriver dans 20 ans? Quelles sont les comorbidités éventuelles, etc. Ça, c'est souvent beaucoup plus flou. Le sujet très délicat et occulté en France, j'espère que je pourrai en parler, de la prévention par le diagnostic préconceptionnel. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, voilà, j'ai déjà dit, voilà le problème de l'interprétation des variants. Et peut-être, je voudrais citer quand même sur ces histoires que Joseph Schecherer et Thomas ont cité de ces gens qui, enfin, ce terme de pénétrance incomplète ou les super-héros qui échappent à une mutation qui a l'air d'être absolument drastique. Je voudrais donner cet exemple qui est trop peu connu de ce syndrome très rare, mais qui se reconnaît comme le nez au milieu de la figure, qui s'appelle le TAR syndrome pour thrombocytopenia absent radius. Donc, déficit de plaquettes sanguines et une anomalie du développement squelettique absent radius. On se demande ce que ça a à voir ensemble. C'est rare, mais c'est pas... on trouve quand même des patients. Et, je ne sais plus, il y a à peu près 7-8 ans, un groupe allemand, à Berlin, a montré que, dans la cohorte étudiée, 100% des patients étudiés avaient une délétion d'une région, je crois, de 120 kilobases sur le chromosome 1. Okay, donc vraiment, mutation causale. Sauf que dans 30% des cas, c'était transmis par un parent qui n'avait rien du tout. Ni thrombocytopénie, ni absent radius. Donc, pénétrance incomplète. Il a fallu 4-5 ans pour qu'un autre laboratoire trouve la réponse. Et la réponse est intéressante. La réponse, c'est que ceux qui développent la maladie, ils ont sur l'allèle non délété, il y a un gène qui est en fait responsable. C'est une délétion d'une vingtaine de gènes, mais en fait, il y a un gène dans la région qui est celui qui est responsable. Et quand dans la région promoteur de ce gène, il y a l'une ou l'autre de deux variants qui sont présents dans 1 à 3% de la population, qui sont des variants partiels de fonction, des variants hypomorphes, ça donne la maladie. S'il n'y a pas ces variants, ça ne la donne pas. Donc en fait, il s'agit d'une maladie récessive. On reste dans le mendélien. C'est une maladie récessive, mais avec un des allèles mutés qu'on élimine quand on fait l'analyse du génome, parce que pour simplifier la vie, on dit tout ce qui est plus fréquent que 0,1%, 0,5%, c'est pas pathogène. Donc voilà, c'est un truc important. Et pour en revenir aussi à l'échange de données, c'est évident que si on veut interpréter toutes ces variations, il faut avoir des bases de données internationales où, je dirais, tout le monde devrait être obligé, y compris les labos diagnostiques, c'est un coût, de rapporter toutes leurs conclusions dans des bases de données agréées. Je crois que c'est vraiment, sinon on n'arrivera pas. Alors, aussi, l'expressivité, on s'aperçoit que pour une même mutation dans un même gène ou des délétions d'une même région, on peut avoir différentes expressions. Par exemple, on peut avoir de la déficience intellectuelle plus ou moins forte ou même pas du tout, en tout cas selon les standards, avoir de l'autisme, avoir de l'épilepsie, avoir de la
ADHD, c'est hyperactivité, voilà, c'est un syndrome d'hyperactivité, ou même schizophrénie. Et donc, ça remet en cause, d'une certaine manière, des frontières nosologiques qui étaient bien établies. Et on parlait effectivement ici, par exemple, ce diagramme un peu complexe, en fait, montre pour des mutations dans différents gènes que la probabilité d'avoir une déficience intellectuelle peut varier entre, je ne sais pas, 40 et 100%, mais l'autisme, par exemple, va être particulièrement élevé pour, on doit avoir Chang 3 quelque part, CDH8, etc. C'est ce qui est plus sombre. Attendez, je vais... Voilà, ça c'est l'autisme. Et puis, il y a certaines mutations où le risque d'épilepsie va être particulièrement important, mais par exemple, pour d'autres, ça va être, ça c'est MECP2 justement, il va y avoir de l'épilepsie, mais pas dans tous les cas, etc. Donc là aussi, il y a une complexité de la relation entre le génotype et le phénotype qui est importante. Et en ce qui concerne la déficience intellectuelle, qui touche quand même 2% des gens, 3 minutes 5 minutes, bon, 5% des gens, on s'aperçoit que, en fait, il y a plus de 500 gènes qui sont impliqués, donc la mutation est causale, sauf que, en fait, c'est 500 maladies différentes, et pour ces 500 maladies différentes, on aurait besoin d'avoir une idée de l'histoire naturelle de la maladie chez les enfants, chez les jeunes adultes, chez les adultes, etc. Et ça, c'est très difficile à avoir, parce que individuellement, c'est rare. Ça n'intéresse pas beaucoup, je dirais, souvent les médecins, parce qu'ils ont juste un patient comme ça, etc. Et puis, souvent, ils ne voient ces patients qu'une fois ou deux. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on proposait, ce qu'a déjà cité Thomas très gentiment, de dire qu'en fait, pour avoir ces données sur l'histoire naturelle de ces 500 ou 1000 formes de déficience intellectuelle, il ne faut pas trop compter sur les médecins. Ceux qui sont motivés et qui ont le temps, c'est les familles. Et donc, on a commencé à faire une base de données sur Internet structurée, où c'est les familles des patients qui doivent renseigner au cours du temps pour justement avoir cette histoire naturelle. Parce que sans histoire naturelle, on ne peut pas faire de prédiction. On peut dire, OK, ça explique le statut au moment T de cet enfant qui a une déficience intellectuelle, mais est-ce qu'il y a un risque d'épilepsie? Quel est ce risque? Est-ce qu'il y a un risque de troubles gastriques, etc. On ne sait pas. Alors, effectivement, la médecine personnalisée, on parle souvent de l'exemple cancer pharmacogénétique, et puis de temps en temps, alors il y a aussi, par exemple, pour un certain médicament, j'ai oublié le nom, anti-HIV, où il y a un groupe HLA particulier qui, s'il est présent, donne un risque extrêmement sévère d'événements très indésirables. Et donc là, effectivement, on fait maintenant le test génétique avant de donner ce médicament, simplement parce que si la personne a le variant à risque HLA, on peut lui donner un autre médicament. Mais les choses sont souvent pas aussi évidentes que ça, et je vais donner deux exemples. Deux exemples où les données scientifiques sont parfaites. Par exemple, il y a le facteur 5 Leiden, le facteur 5 de coagulation, qui est présent dans à peu près 15 ou 20% de la population européenne, et qui augmente d'un facteur de 3 la probabilité d'avoir de faire des thromboses. C'est le thromboembolisme. Il y a un effet de l'environnement chez les femmes, parce qu'une femme qui prend la pilule, ça augmente aussi, ça dépend un peu de la pilule, mais d'un facteur de 3 ou 4. C'est additif, donc une femme qui prend la pilule et qui a le facteur 5 Leiden, son risque d'avoir une thrombose veineuse est multiplié par un facteur de plus de 10. Alors on peut se dire, donc ça c'est vraiment très important, il faut faire ça. Et en fait, c'est l'examen génétique le plus fait en France. 80 000 tests en France du facteur 5 Leiden. Et quand vous demandez aux hématologues, et vous en faites quoi?
La réponse, on n'en fait rien. Pourquoi on n'en fait rien? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de guidelines pour dire est-ce qu'il faut le faire systématiquement avant de prescrire la pilule, mais à ce moment-là, si on trouve un facteur 5 Leiden, qu'est-ce qu'on fait? On dit il faut faire une autre... Donc, si vous voulez, le test, il se fait parce qu'on peut le faire et il est fait dans des labos privés. Donc, ils ont intérêt à ce que le test se fasse. Mais en fait, on n'en fait rien. L'autre chose aussi, ça c'est aussi de la très bonne science, on sait qu'il y a 3 variants génétiques qui sont impliqués dans la réponse aux anticoagulants de type antivitamine K, qui sont des anticoagulants importants et difficiles à utiliser. Il en faut suffisamment pour que ça coagule pas trop, mais pas trop pour qu'on ait un vrai problème. Et là, donc tout le monde se disait, ça c'est très intéressant, il faut faire ce test pour savoir comment adapter la dose. 3 grandes études dans le New England en fin 2013 qui concluent que de faire le test génétique, 2 des études concluent que ça n'a aucune influence sur la rapidité à trouver la bonne dose, et la 3e qui dit, voilà, ça a un effet, mais un effet très modeste. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on connaît des gènes ou des variants qui influencent que ça veut dire que la traduction en une meilleure médecine n'est pas toujours évidente. Et puis, bon, je vais terminer juste. Alors, voilà, c'est de dire aussi du gène aux médicaments. Il y a quelques succès. PCSK9, un succès extraordinaire. En 2003, un faux sens qui est trouvé dans 2 familles françaises avec hypercholestérolémie. Ça aboutit, vous pouvez lire, à un anticorps monoclonal anti-hypercholestérolémie qui est extrêmement actif, etc., qui est approuvé par la FDA, mais qui est très cher. La même chose pour la mucoviscidose, gène identifié en 89, développement d'une thérapeutique très spécifique, tellement spécifique qu'elle ne marche que sur les 2 ou 3% de patients qui ont une certaine mutation, G551D. Et coût environ $200 000 par an par patient. Voilà. Et puis, il y a tous les échecs. Pour le moment, X fragile, gène identifié en 91, un énorme intérêt de beaucoup de laboratoires, y compris de grosses pharma avec des études cliniques majeures par Novartis et par Roche. Et en 2014, les 2 arrêtent parce que les études cliniques, en fait, n'indiquent pas d'effets intéressants. Voilà. Alors, je crois que je vais terminer ici, puisque j'ai déjà dépassé mon temps, et je ne parlerai donc pas, pour Alzheimer quand même, en 93, découverte majeure, l'effet de ApoE4 comme facteur de risque. Et là, on annonce « Possible targets for treatment of Alzheimer's disease advanced by recent genome breakthrough », c'est le NIH, novembre 93. Tout le monde pense que ça va permettre, en plus c'est le cholestérol, c'est tout ce qu'on veut, c'est un gène dont on connaît quand même le rôle, et 25 ans après, il n'y a toujours pas de médicaments, ou même, à ma connaissance, d'essais cliniques, basés sur cette découverte fondamentale. Je vous remercie et vous prie de m'excuser d'avoir été trop long. Merci beaucoup. Je pense peut-être quelques questions courtes, avec des réponses courtes. Oui, Jean. Jean-Louis, sur l'aspect ouverture des données, circulation des données, est-ce qu'on n'a quand même pas un gros handicap aujourd'hui en France qu'on ne dispose même pas d'un fichier médical informatisé? Ça, c'est absolument évident. Là, on a vraiment fait très mal parce que, par exemple, une relativement petite compagnie médicale, d'assurance et de medical provider en Pennsylvanie rurale a, depuis 25 ans, un dossier médical informatisé, et maintenant ils collaborent avec Regeneron pour coupler ça avec l'analyse de l'exome. Ils ont déjà 60 000 exomes sur leurs patients tout venant, hein. C'est des gens qui vont chez le médecin pour un rhume ou autre chose, et qui sont d'accord pour faire ça, pour faire avancer la recherche.
c'est vraiment très intéressant. En France, effectivement, l'absence de dossier médical informatisé est tragique. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, Philippe Marlier. Je voulais juste faire une petite remarque à propos de actionable, ce que je trouve vraiment merveilleux. C'est un terme d'avocat. C'est actionable, c'est quand on raconte le comportement de la partie adverse, et this is actionable. Et en fait, dans le cas des incidental findings, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement un grand risque à partir du moment où l'information est connue quelque part. Si quelqu'un n'est pas informé, à ce moment-là, il pourra trouver actionable d'aller contre vous, de ne pas l'avoir révélé, même si le sort de la personne qui a été criblée au moment où ça a été fait, ça n'avait pas d'incidence pour lui. Absolument. Ça vient des États-Unis où cet aspect de qu'est-ce qu'on peut reprocher aux médecins de ne pas avoir fait ou d'avoir fait, etc., est tout à fait important. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à cet aspect juridique du terme actionable. À force de fréquenter les avocats. On avait vu hier, dans l'exemple agronomique, que même quand on n'a pas une connaissance sur la causalité d'un certain nombre de mutations, si on prenait toute l'information génomique, on pouvait prédire le phénotype avec une assez bonne précision. C'est l'exemple de la sélection génomique. Est-ce que de telles méthodes sont utilisées dans le domaine humain ? Alors, disons qu'il y a quelques maladies multifactorielles, comme Alzheimer ou la dégénérescence maculaire à l'âge, où il y a des gènes, quelquefois un seul, qui ont un effet important, et où il y a une certaine prédiction, mais dont ce n'est pas absolument sûr qu'elle soit d'intérêt diagnostique, en tout cas, mais dans la plupart, par exemple, pour le diabète de type 2, il y a 50 ou plus loci de prédisposition, et la prédiction qu'on peut faire avec ça est pour le moment strictement aucun intérêt. Ça a beaucoup d'intérêt sur les voies pathogéniques de ces maladies, de faire ce genre de choses. J'avais une dia que je n'ai pas montrée sur la schizophrénie, c'est la même chose. Il y a des choses tout à fait passionnantes qu'on trouve comme ça, mais l'aspect prédictif, il est nul. Et je pense que la différence avec les bovins, c'est que quand même la diversité génétique dans la population humaine est beaucoup plus grande que dans une population, une souche sélectionnée, les vaches vosgiennes, je ne sais pas, etc. Puis, c'est aussi peut-être des traits peut-être un peu plus simples, encore que la taille, chez l'homme, je me rappelle de ce très joli, quand le génome de Watson a été séquencé, peu après, il y avait des GWAS sur la taille qui montraient qu'il y avait au moins 50 ou 100 loci impliqués. Et on dit, voilà, on connaît le génome de Watson, mais on ne serait pas capable de prédire sa taille. Par contre, depuis Fischer, etc., on sait que le meilleur prédicteur de la taille, c'est la taille des parents. Et ça ne coûte pas trop cher à déterminer. Bon, cela dit, c'est une question de définition d'une population de référence. Si votre population de la référence dans laquelle vous construisez votre modèle est bien définie, et ça peut être une ville, ça peut être un contexte social donné, vous pouvez prédire dans ce cas le phénotype. Oui, moi, je sais qu'au Canada, dans un certain nombre de pays, je participe à des comités internationaux, ce style de raisonnement est fait dans le domaine humain. Oui, alors il y a un type qui s'appelle Vischer ou Visser qui a fait effectivement. Oui, Vischer en Australie. Lui, il dit qu'il peut prédire effectivement le risque pour la schizophrénie, pour ça, etc. Peut-être que mathématiquement, c'est vrai qu'il peut prédire, mais opérationnellement, ça ne sert à rien. Un commentaire ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, Peter Vischer est un ancien généticien des animaux. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'effectif génétique de la population humaine est très grande, ce qui complique énormément les prédictions. Et ça se voit bien, quand il y a 500 variants causaux dans le même gène, quasiment, c'est vraiment compliqué. Mais l'approche qu'on a à ce moment-là, effectivement, c'est de stratifier la population pour rendre très homogène. Et à ce moment-là, on y arrive. Oui. Par contre, là où je suis... Enfin, il ne faut pas confondre... Ce qu'on fait, nous, en génétique animale, c'est de prédire la valeur génétique d'un reproducteur, c'est-à-dire ce qu'il va transmettre en moyenne à ses descendants. Or, ce que vous voulez prédire, c'est le risque d'un individu. Et si l'héritabilité est faible, évidemment, le facteur d'environnement est quand même très fort.
Et la génomique, elle ne prédira pas l'environnement, quoi. Et Donc, si en admettant qu'on prédise à 100% la composante génétique d'un caractère d'héritabilité 10%, il restera toujours 90% d'incertitude. Alors, c'est vrai que Vischer dit que l'héritabilité est plus forte, mais je vais donner, par exemple, l'histoire du diabète de type 2, Ça mais dépend des d'autres. caractères. C'est qu'effectivement, si vous prenez les 5 ou 10% des gens qui ont le moins de facteurs de risque et le 5 ou 10% des gens qui ont le plus de facteurs de risque, vous trouvez qu'il y a, je sais pas, une différence de risque de 2 ou 3, donc ça a l'air important. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez dire que ceux qui ont le moins de facteurs de risque n'ont pas de risque et ceux qui ont des facteurs de risque vont le développer. Et puis surtout, la plupart des gens qui vont développer un diabète de type 2 sont ceux qui sont au milieu. C'est les 90% de gens qui ne sont pas dans les 5% avec le plus ou les 5%. Donc si vous dites que ce que vous voulez faire, ce n'est pas simplement de prévenir des gens que vous avez un risque particulier, mais à la limite, ça serait intéressant si vous saviez quoi faire pour qu'ils évitent ce risque. Mais comme quand même la majorité de ceux qui vont développer, c'est ceux qui ont le risque moyen, opérationnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Jean-François Bach. C'est pas pour dire que je suis totalement de l'avis de Jean-Louis. Si on prend l'autre type de diabète que je connais mieux, qui est le type 1, bon, il y a le HLA, ça c'est autre chose. Là, c'est un facteur prédictif très très important, c'est clair et bien démontré. Mais pour le reste, nous avons 30, 40, 50 gènes, pas gènes d'ailleurs, c'est des régions souvent identifiées, qui ont des risques relatifs ridicules. C'est 1.1, 1.2, et on n'en tire absolument rien. Par contre, en revanche, si on regarde même 4-5 ans avant le début de la maladie, et ça a été fait par des études séquentielles, si on regarde des anticorps anti-ILO, là, la prédiction est formidable. Donc, on est dans une situation... Les biomarqueurs. Voilà, les biomarqueurs. Et les biomarqueurs, mais 4-5 ans avant la maladie. Mais ça, on arrive à des prédictions pratiquement de l'ordre de 80%, 90%. On peut dire cet enfant, qui est le frère en général ou la sœur d'un diabétique, va faire ou ne pas faire la maladie. Sauf le HLA, parce que le HLA, le taux de concordance, il faut le rappeler, qui est de l'ordre de 40% pour des vrais jumeaux, pour des jumeaux monozygotes pour le diabète de type 1, il est de 5% chez les frères et sœurs, il n'est que de 1% ou moins de 1% pour les frères et sœurs HLA différents, il est de 16% pour les frères et sœurs HLA identiques. Donc là, il y a un facteur de prédiction très grand. Mais le reste, je suis entièrement de l'avis de Jean-Louis, il n'en sort aujourd'hui rien. Thomas, une dernière question, commentaire. Ouais. Donc, juste pour dire que je ne suis pas d'accord, mais je pense que moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que Mendel, quand il a regardé ses pois verts et ses pois jaunes, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'il a compté les pois. Et en fait, je pense que la génétique devrait revenir à compter. Et je pense qu'il y a plein de variants. Et je crois que d'essayer de trouver 10 variants ou 100 variants, je pense qu'on est beaucoup plus dans un système infinitésimal. Et je pense qu'il faut revenir à compter. Et c'est super. Je pense qu'on va trouver de la prédiction quand on va compter. Juste une autre chose, ce qu'il faut aussi rajouter à la complexité, c'est la fréquence allélique. Et souvent, il y a des mutants rares dans différents individus qui rajoutent encore de la complexité à la prédiction. Ce qui a peut-être on n'a pas les